Périphérie, Édouard Zambon. Faire transpirer le stylo, faire parler les buvards, quitter la spirale, quitter l'éternel provisoire. J'irai voir là-bas si l'herbe est plus verte, si le béton est moins gris. J'irai frapper à toutes les portes, mais plus jamais aux portes de Paris. Ce que le Tipex doit au stylo, ce que le ciné doit à Bardot, ce que le jour doit à la nuit, c'est ce que le béton doit à ma vie, ma ville. Il y a des grands frères en colère. D'accord. Mais il y a aussi des mômes et leur sourire. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que leur cité pue? Ou de croire en l'avenir? Bonjour à tous donc et bienvenue dans ce deuxième débat de Périphérie Nouvelle Formule enregistré à Toulouse dans le cadre du festival Origine Contrôlée. Raconter les quartiers sera donc le sujet de notre discussion. Comment faire transpirer le stylo? Qui fait parler les buvards, comme le dit si bien Ossine Ben, narrateur inégalable, il faut bien le dire, du quartier de la Maladrerie à Aubervilliers. Autrement dit, qui raconte les quartiers et comment? Combien sont-ils les habitants qui arrivent à porter au loin une image qu'ils jugent plus conforme à la réalité, moins empreinte de stéréotypes, plus nuancée, moins exotique aussi? Combien sont-ils les observateurs qui portent sur les quartiers populaires un regard moins surplombant, sans a priori, et sans rechercher un incroyable mais vrai qui fait souvent des quartiers populaires un ailleurs du bout de la rue, forcément fantasmé, sans histoire et sans mémoire, une machine à faits divers, pour résumer. Ces questions, nous allons aujourd'hui les aborder avec un accent toulousain prononcé, évidemment, l'accent du tactique collectif. Pour ce débat, le public du festival des Origines Contrôlées, bien sûr, qui aura la parole un peu plus tard dans cette émission. Vous n'avez qu'à vous signaler, on vous fera passer des micros. Et puis autour de cette table qui trône dans la salle Ernest Renan des Isards, l'heurtelière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, prenez votre micro. Vous êtes historienne, maître de conférence à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Avec nous également Moustapha Mokran. Bonjour Moustapha. Bonjour. Je ne sais pas si on peut vous présenter ici, Zebda, les motivés, le tactique collectif, tout ça et bien d'autres choses encore à votre actif, en symbiose évidemment avec Hakim, votre frère, jusqu'à la récente musique du film I Feel Good. Ossine Ben le disait dans le petit texte d'introduction, ce que le béton doit à ma vie. Cette phrase, tout de suite, elle a fait écho à une autre qui est revenue dans ma tête, ce que le béton a fait de meilleur. Elle doit vous dire quelque chose aussi, cette phrase, ce que le béton a fait de meilleur, Mousse? Oui, c'est que le béton a fait de meilleur et la colère aussi a fait de meilleur. C'était dans la chanson Tomber la chemise. Tomber la chemise à l'été 99. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, magnifier l'histoire des quartiers populaires? En tout cas, il faut la raconter pour de vrai. Ni l'enfer, ni le paradis, en tout cas pas sur Terre. Et qu'est-ce qu'il a fait de meilleur aux Isards, le béton? Il nous a fait il nous a sauvés, puisqu'il nous a mis ensemble, il nous a protégés d'un extérieur excluant, il nous a permis de faire partie d'un territoire. Avec nous également les représentants de deux associations toulousaines qui œuvrent dans deux quartiers symboliques, souvent racontés d'ailleurs par les médias. Yabida Aïssa de l'association Isard Attitude. Vous êtes habitante des Isards, dans le quartier du même nom, celui où on est ce soir, au nord de Toulouse. Et Soumaya Kouba de l'association des Bobines Sauvages, dans le quartier de la Reinerie. C'est au Mirail, le quartier de la Reinerie. Toutes les deux, vous accompagnez des ateliers d'écriture, des projets de films, mille choses que vous nous raconterez pour essayer de promouvoir un autre récit. Comment est-ce que vous le sentez raconter votre quartier? Vous le voyez comment quand vous allumez votre télé, que vous allumez votre radio? Vous avez l'impression qu'il est raconté comment, Yamina? Il est mal raconté. C'est par les faits divers. Et les faits divers ne donnent pas du positif, ils ne donnent que du négatif du quartier. Sauf qu'il y a une vie dans le quartier, il se passe des choses dans les quartiers, il y a des gens dans les quartiers. Et, c'est des gens qui savent faire des choses, qui ont toutes quelque chose à proposer et ça, c'est pas mis en valeur. Soumeya, vous partagez ce point de vue? Pour moi, il n'est pas raconté, il est fantasmé par les médias dominants et on aime bien avoir cette image des quartiers, de la peur, etc., pour ensuite appliquer une politique qui nous arrange. Également avec nous, Rachid Santaki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Edouard. Vous êtes romancier, scénariste. Vous vouliez être scénariste avant d'être romancier. Et puis inventeur, je ne sais pas si on la présente encore, celle-là de la dictée des cités au début, qui est devenue la dictée géante. Vous mettez des dizaines, des milliers d'habitants autour d'une dictée. C'est complètement improbable comme idée de départ. En fait, la dictée, je pense que c'est un exercice qu'on a tous connu, qu'on soit d'un quartier ou pas. Et ça, c'est surtout la langue française finalement. Donc c'est la langue française, c'est ce qui nous réunit. La langue, en fait, elle est même à travers la musique, en fait, c'est ce qui nous réunit. Donc une dictée ou de la musique ou de la littérature, enfin c'est la culture quoi. Ça réunit, ça peut surprendre parfois. Ouais, on en parlera parce que c'est pas forcément très ludique la dictée. Mais avant de commencer, avant de discuter de ce thème, j'ai demandé à Mousse
une petite faveur, de nous proposer une carte blanche sur le thème d'aujourd'hui, sans vraiment savoir ce qui va en sortir. De toute façon, ce n'était pas la peine. Avec une seule question, Mousse, raconter, témoigner, est-ce que c'est si difficile? Et évidemment, vous êtes venu accompagné d'un nouvel alter ego, c'est Serge Lopez ce soir. Un suspect qui témoigne, c'est louche. On est suspect, on se sent suspect. C'est ce qu'on vit souvent quand on grandit dans un quartier populaire. Prendre la parole, essayer de témoigner, quelle drôle d'idée quand on est mal regardé. Chanson d'amour pour commencer. شيلت لهياني اللي مرمها مضاني يقاني وبكاني بولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه ولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه. Pourtant c'est vrai, il faut que ça arrive. Il faut parler de la beauté du monde, celle qu'il y a ici comme partout ailleurs. Pas d'enfer sans paradis, ou ni l'un ni l'autre. Édouard Glissant disait, il n'y a pas de beauté dans les mémoires solitaires, les fondamentalismes, les histoires nationales sans partage. Attaquer la beauté, c'est une entête au vivant, un appel à la résistance. Et nous souvenir ensemble, nous tous et toutes, qui sommes venus de tous côtés, comme l'eau. Como el agua, como el agua, como el agua, como el agua clara que baja del monte, así quiero verte de día y de noche, como el agua, como el agua, como el agua. Je veux témoigner de la beauté de mon quartier, de ses souvenirs. Ici, on a vécu ensemble. Ici, on s'est serré les coudes. Ici, on s'est chambré et on a ri des nuits entières. Ici, on a pleuré aussi la disparition de certains. Ici, c'est Toulouse. L'été dure, longtemps. Alors on est dehors, à jouer au foot, à explorer, à attaquer les cerisiers. Je n'échangerai mon enfance pour rien au monde. Ici, c'est Toulouse. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Merci Mousse avec cet hommage à Claude Nougaro à la fin. J'ai envie de vous demander d'abord à vous, Yamina et Soumeya, votre souci principal dans vos activités. Je vous parle de Bagarre collective, même si vous êtes aux deux extrémités de la table pratiquement, mais parce que vous avez des activités parallèles, chacune dans un quartier différent. Est-ce qu'il y a une volonté, une nécessité de réhabiliter le quartier, le Mirail, pour vous, Soumeya ? Il y a une réelle nécessité de se le réapproprier et de l'occuper et de le réinventer aussi par les habitants du quartier. Qu'est-ce que vous voulez dire par le réinventer ? C'est-à-dire... La première fois que vous avez vu le Mirail à la télévision, qu'est-ce que vous avez vu ? La première fois que vous avez vu un regard extérieur se poser sur vous, il vous a dit quoi de vous ? La toute première fois, c'était lors des émeutes de 2005. Donc, c'était suite à la mort de Ziad Ebouna. J'étais encore en 6e. Et c'était la première fois que je voyais mon quartier à la télé. Et donc, clairement, je voyais des voitures incendiées, de la police et de la violence. C'est la première image que je me suis dit que le monde extérieur avait du Mirail. Et l'enfant de 6e que vous étiez, avec quelle sensation, elle, à ce moment-là ? De l'incompréhension, parce qu'en plus de ce qu'on voyait à la télé, il y avait des commentaires qui allaient avec, les commentaires des personnes qui ne vivent pas dans le quartier et qui nous prennent clairement pour des monstres en fait.
Rachid Santaki, la volonté avec la dictée des cités, et puis tout ce que vous faites autour de l'écriture, les ateliers d'écriture, dans les quartiers, en prison, il y a une nécessité urgente, selon vous, que les habitants tiennent le crayon eux-mêmes. Alors du coup, moi je pense que la culture, elle permet de remettre les choses au centre. Finalement, les ateliers, je donne un exemple, ce matin j'étais à Fresnes. À la prison de Fresnes. Voilà, prison de Fresnes, et donc on fait un atelier où on se pose autour de la table et on réfléchit à une histoire, à quelle histoire on va raconter. Donc on était sur l'intelligence artificielle hors de la prison. Et la semaine d'avant, j'étais dans la basilique de Saint-Denis avec des publics complètement différents, des lycéens, des parents, des gens de Paris aussi qui venaient, où on se réapproprie aussi la basilique en l'imaginant 2.0, avec des nouveaux rois, les influenceurs. Donc pour moi, la culture, elle permet quand je dis de tout remettre au centre, c'est qu'elle réunit tout le monde. Mais quelle histoire il faudrait raconter? Quelle histoire vous avez envie de raconter sur les quartiers populaires? Du coup, à la base, moi, votre premier roman, c'est un récit. Et après, je suis parti dans le roman policier. Donc c'est extrêmement violent. Je montre le pire aussi de la cité. Et ce que je fais aussi, quelque part, c'est pas de jugement sur mes personnages. Donc on peut raconter aussi, ça a été aussi une question. Est-ce que quand on parle des quartiers, on doit faire quelque chose de beau? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de sombre? Et ce que je disais, moi, c'est une peinture, en fait. On peut juste, après, c'est humaniser. C'est pas... ce qui est évoqué, c'est le fait divers. C'est intéressant, à un moment, je suis très fasciné par ça, c'est le jeune qui dérive. Pourquoi le jeune il dérive? Comment il décroche au niveau scolaire? En fait, c'est aussi avoir son point de vue, être dans ce personnage. Donc voilà, pour moi, l'écriture, c'est tellement riche que, oulala, je vais partir en vrille. Mousse, vous disiez tout à l'heure dans votre petit texte, ni enfer ni paradis. Est-ce que l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire que les quartiers ont été privés d'un droit à la normalité, presque d'un droit à la banalité, et qu'ils ne sont racontés que de manière dangereuse ou merveilleuse, pour le dire très vite? Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est cette idée d'ordinaire qui est considérée comme extraordinaire, même y compris dans le positif des choses. Comment de la solidarité, comment des gens qui en veulent, comment des gens qui font des choses, c'est extraordinaire. Non, c'est normal. Et c'est vrai que c'est ce déséquilibre-là qui y a derrière l'expression que j'ai voulu poser, cette idée qu'à un moment, bien sûr, ni l'enfer ni le paradis, parce que oui, il y a des drames qui se jouent, il y a des choses compliquées, mais qui s'expliquent aussi par plein de facteurs, et après, il y a des choses aussi sublimes. Il y a forcément une dimension le quartier est forcément protecteur aussi. Je veux dire, et c'est une réalité qu'on peut pas nous enlever, on peut pas renier, enfin nous qui avons grandi dans ce type de quartier, on ne peut pas renier cet aspect-là des choses, à quel point on a été protégé par notre quartier. Hier, quand on se voyait pour préparer un peu, vous me disiez, je vous posais la question, je vous disais à quel moment est-ce que vous avez eu, la question que je posais à Soumeya, à quel moment vous avez eu le premier regard extérieur? Et vous m'avez répondu, je ne m'en suis pas rendu compte, j'avais été préparé. Mes parents m'avaient préparé à ça. Bien sûr, parce que le fait d'habiter dans ce type de quartier est doublé de cette dimension d'enfants d'exilés. Comme dans ce quartier en particulier, des Arabes, des Maghrébins, des Espagnols, des Portugais, des Gitans, et on disait des Français qui n'ont pas de chance. Voilà. Et c'est cette réalité économique et sociale. Donc doublé de cette problématique d'exilés où nos parents nous préparaient à cette idée que, parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, dans leur chantier, pour notre père, dans un bar où on lui dit qu'on ne sert pas les Arabes, comme ça a été écrit pour les Italiens aussi, je veux dire, mais c'est cette réalité de rejet. Donc ils nous préparent en nous disant attention, on n'est pas chez nous, faites attention au regard. Je crois qu'on était finalement préparés à ce regard négatif, mais en même temps, la dimension médiatique a pris un pas aujourd'hui beaucoup plus grand que quand on était enfant, nous. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose, quoi. Yamina, vous, avec les femmes des Isards, parce que vous faites une association essentiellement de femmes, avec un prêtre qui vous a rejoint, Ouais. Le père Dolorme des Isards en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez comme intention justement dans le récit? Y a-t-il un récit au féminin des quartiers qui serait plus sensible, plus nuancé peut-être? On a l'instinct maternel déjà. Donc, mais oui, nous on veut raconter ce qu'on est nous,
comment on a éduqué nos enfants, ce qu'on peut faire sur le quartier, mais pas ce que les gens disent de nous, les fameux clichés de parents démissionnaires ou de consommateurs ou de ci ou de ça. Donc maintenant, non, on organise, on coordonne, on organise des choses sur le quartier, on impulse une dynamique partenariale avec tous les partenaires du quartier. Donc on fait beaucoup de choses et on renverse un peu les préjugés qui... Comment elle est née, l'association Isard Attitude ? Elle est née suite à la réhabilitation urbaine qu'on a mal vécue. Et elle est née à partir de là, parce on s'est senti abandonné par les pouvoirs publics. Et alors, vous vous êtes installé au rez-de-chaussée d'un immeuble qui avait été déserté par le centre médico-psychologique. Voilà, c'est ça. Vous avez récupéré les locaux abandonnés. Ouais. Et vous avez dit. Et on s'est organisé, on a commencé à faire des accueils, et à partir de là, on s'est organisé. Et on a commencé à travailler avec des partenaires. Et est-ce que vous avez l'impression que votre voix, elle porte à l'extérieur du quartier ? Je sais pas. Enfin, nous, on fait des choses. On nous dit c'est vrai qu'on nous dit que oui, on parle beaucoup de nous, mais j'ai pas l'impression. Pour nous, c'est normal ce qu'on fait. L'Hortelia, on a fait un tour de table. Il y a une vraie volonté de réhabiliter, de changer l'image. Est-ce que la question, c'est de savoir qui tient le crayon, en fait, qui fait le récit ? Oui, je crois que en fait, les différentes prises de parole là font émerger les vrais questionnements finalement, qui sont de voir que les récits ne surgissent pas de nulle part, ils s'inscrivent dans une économie du récit qui est celle de la société en fait. Et il y a des récits qui peuvent plus s'exprimer que d'autres, il y a des récits qui sont passés au filtre d'un certain nombre de présupposés, de stéréotypes, il y a des récits dominants, il y a des récits minoritaires qui essayent de se faire place. On a coutume de dire que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, quoi. C'est ça que vous nous dites de manière plus nuancée. Oui, effectivement, ça c'est incontestable. Enfin, il y a beaucoup de récits qui sont oubliés parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pu faire mémoire ou se faire une place et avoir une reconnaissance et une légitimation suffisante, en fait. Parce que les récits, ça peut émerger. D'abord, il y a la question du récit individuel. Comment on s'autorise à porter soi-même un récit, et ça, on le voit quand des psychologues, des gens s'interrogent sur qui va s'autoriser à faire un récit. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe avec la question des femmes, des violences faites aux femmes, des récits qui émergent après des années et des années finalement d'étouffoir. Et il y a un moment où cette parole-là peut surgir. Mais c'est vrai dans bien des domaines, il n'y a pas que la question des femmes. Puis après, il y a la question du collectif dans le récit, quand on dépasse le récit individuel, mais qu'on commence à apporter une parole où on peut se sentir à plusieurs, à faire un espèce de récit qui dit quelque chose aussi d'une expérience collective. Et après, il y a l'échelle de la reconnaissance sociale plus large. Quels sont les récits qui vont un peu avoir de la place un peu pour tous, à l'échelle nationale, par exemple. Et alors, ce cadrage et ce façonnage de récits nationaux, il est pris dans un jeu social qui est assez complexe, mais qui est influé par les pouvoirs publics et les symboliques qu'ils installent, par l'école, par exemple, par les acteurs culturels, par les médias, beaucoup, bien sûr. Voilà. Et du coup, il faut comprendre que les récits, c'est jamais une question neutre, mais toujours à la fois des rapports de force, une économie, et une conflictualité en quelque sorte, conflictualité pacifique, mais il y a une concurrence des fois entre des récits. Et donc la question, c'est aussi de se demander quels sont les récits qui peuvent se faire une place et pourquoi d'autres ne le peuvent pas. Alors comment on fait pour faire émerger des récits différents Quels sont les symboles auxquels on s'attache dans les quartiers? Qu'est-ce qu'on fait naître en général quand la puissance dominante se penche sur les quartiers populaires? C'est parce qu'il y a du patrimoine, c'est une vision patrimoniale, j'ai envie de dire, et en général, c'est parce que souvent, on fait tomber un immeuble. À ce sujet-là, je voudrais vous faire écouter le témoignage, le texte écrit par une dame du quartier du Luth, à Gennevilliers, qui raconte à quel point un immeuble pourtant détruit depuis 15 ans est toujours présent dans la mémoire du quartier. Mon Jean-Jacques a perdu son voisin, le Gérard, la légende du quartier, un peu rebelle, un peu voyou. Le Gérard, c'était la curiosité et le danger du quartier. On le regardait de loin sans oser s'en approcher. Certains disent pourtant qu'il était accueillant, même sympathique. Le Gérard, il y en a même qui l'aimaient. Le Gérard, il nous a tous marqués de son empreinte. Il plane encore sur le quartier. Il a fait la réputation du Luth. Il aurait pu boucher mon horizon, mais il encombre mes souvenirs. Il dérangeait, on l'a réduit en poussière. Son histoire, elle ne s'est pas éteinte. Elle se raconte encore.
À peine arrivé dans le quartier, on m'en parlait déjà. Il était en face de mon immeuble, le Jean-Jacques, dont le nom est Rousseau. Lui, c'était le Gérard, Philippe. Le bâtiment mythique, la plus grande barre du quartier, dont la réputation plane encore sur le lutte tout entier. Périphérie.fr. Rachid Santaki, est-ce qu'on peut parler des quartiers avec tendresse, avec bienveillance et avec, voilà, en essayant de s'affranchir? Je vous dis ça parce que vous publiez des romans. Est-ce qu'on peut changer le paradigme? Tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est qu'on a plusieurs récits, en fait. Il y a énormément de récits. C'est ce que je disais, en fait, quand je parlais de la culture au centre, c'est qu'on a des points de vue, on en a tellement. On peut se mettre dans la peau, effectivement, du bâtiment, de la rue, de la jeunesse. Donc, après, ce que je trouve intéressant, et ça m'a fait sourire, c'est comment, finalement, un récit va émerger. Et je vais vous donner une anecdote qui, moi, enfin, ça me fait rire. C'est quand j'avais sorti mon roman, donc... Les anges s'habillent en Kaira, ça racontait Les anges pour le Verlan de Jean, ça racontait l'histoire d'un voleur à la Russe qui sortait de prison et qui se posait la question, je me venge ou pas. Et donc le titre, en fait, pour me faire, c'était en 2011, pour me faire connaître, je me suis mis en mode Batman. Donc la nuit, j'avais une fourgonnette, 70 litres de colle et affichage sauvage. Et j'ai placardé, j'ai retapissé la Seine-Saint-Denis, j'ai dû coller 3000 affiches. Et là, en fait, ça a choqué tout le monde, je pense que vous vous en souvenez. Les médias, les lecteurs, je recevais des messages via les réseaux sociaux de jeunes qui sortaient du lycée, qui voyaient le titre, qui n'avaient jamais lu de livres qui ont été le chopés, et qui me disaient mais on s'est reconnu dans le personnage, et même des consommateurs sur des points de vente véridiques. Je me rappelle d'un message d'un jeune qui me dit qu'il avait fumé, il a vu le titre, il savait pas si c'était réel ou pas, il est parti chercher le livre aussi, il m'a écrit. Donc c'est l'exemple, en fait, c'est finalement comment on émerge. Et c'est vrai que la problématique, elle est effectivement en termes de médiation, enfin de médiatisation du récit. Au-delà de la question de comment on émerge, il y a aussi la question de la légitimité qu'on se sent à écrire. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, que les habitants des quartiers populaires se sentent aussi légitimes que les habitants des quartiers centres, enfin des classes plus bourgeoises, à prendre le crayon, à se raconter? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pudeur rentrée, Mousse? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on nous a dit, on a été élevé en nous disant on n'est pas chez nous, quoi. Donc, non, moi je crois que le statut de suspect, c'est ce qui fait vraiment la différence, et qui fait que des fois, on peut être face à des gens remplis de très très bonnes intentions, mais ne pas avoir vécu ce sentiment-là, c'est aussi c'est peut-être plus difficile à comprendre, c'est avoir un regard posé sur soi qui signifie que, attention, je me méfie de toi, tu vas peut-être être, ou c'est toi qui vas être contrôlé, enfin, des tas de situations qui renvoient à cette image-là. Je crois que c'est un grand pas d'inverser justement l'idée de passer de suspect à témoin. Je trouve que c'est un pas intéressant. Je veux dire, c'est ce pas-là qu'on peut franchir. Après, je crois que c'est réellement l'avenir, cette histoire de légitimité à parler des quartiers, par les gens des quartiers eux-mêmes. Je veux dire, c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire dans un quartier si on ne demande pas aux gens des quartiers eux-mêmes. C'est un peu le même genre de raisonnement. Donc, je crois que là-dessus... Avec toujours le risque que ce soit une intervention de façade. Vous voulez quoi comme couleur des boîtes aux lettres? Elles sont vertes. Oui, mais bien sûr, mais la réalité, c'est la multiplicité des histoires à raconter. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est admettre aussi que dans le quartier populaire, il y a aussi le mot populaire, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi cette idée qu'à un moment, c'est des populations, des gens qui vivent là, et qui sont aussi sensibles à des formes d'art, de culture, qui ne sont pas forcément les formes qu'on trouve dans d'autres quartiers. Je voudrais réagir sur justement l'aspect légitime. Je vais donner une anecdote. On parle de quartier, et je vous donnais souligner cet élément qui est important. La liberté de fiction ou non, et la justesse, en fait, finalement, de ce qu'on fait. Comment je me suis retrouvé à intervenir en maison d'arrêt, c'est que finalement mes livres étaient les plus volés, les mecs se barraient avec, donc ça c'est l'anecdote. Et à un moment on s'est posé la question, ce livre, ce type qui à un moment fait un passage en prison, on va faire venir l'auteur. Et quand j'intervenais, les mecs me demandaient combien d'années de placard ou quelle était la période où j'avais été incarcéré. Et je leur disais, mais j'ai jamais été en prison. La seule connerie, c'est j'ai essayé de voler une boîte Playmobil à l'âge de 10 ans, police, ça n'a pas marché. Mais du coup, j'ai pas fait ça. Par contre, la fiction, c'est être juste, c'est comprendre, c'est donner de l'empathie, avoir de l'empathie pour le personnage principal, etc. C'est aussi ça. Mais qui a de l'empathie pour les habitants des quartiers populaires?
C'est ça la vraie Exactement, question. c'est ce que tu disais, Moustapha, c'est la justesse en fait. Si on fait une caricature avec un personnage qui n'a rien d'humain et qui est finalement qui va être complètement éloigné, c'est ça aussi la légitimité, c'est comment on réussit à humaniser le personnage. C'est pas forcément de venir du quartier ou pas, c'est comment on le connaît, comment on le nourrit, comment on le fait vivre et comment on va pas être aux extrêmes. Et est-ce que le risque, pour répondre à cette caricature, c'est d'en générer une autre qui serait tout aussi caricaturale et qui serait une caricature positive Oui, excuse-moi, c'est vrai qu'il y a un risque de ce point de vue-là, mais je crois que de l'autre point de vue, on est quand même dans la balance. Vous êtes servi. Il est temps de rééquilibrer un petit peu. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment, parler de son quartier pour être légitime, en quelque sorte, enfin perçu comme légitime ou reconnu, il faut le dénigrer. Ça devient insupportable. Mais il y a quand même une chanson de geste, j'ai envie de dire, il y a une grammaire obligatoire, habituelle. C'est Jérôme Berthaud, le sociologue, qui a raconté dans un livre qui s'appelle La banlieue du 20h, où il n'y a pas un reportage qui ne commence pas par un plan ascendant sur une façade minérale, 3 jeunes garçons de dos avec des capuches. Enfin, voilà, toute cette espèce de to-do list que le journaliste débutant est obligé de cocher quand il va faire un sujet dans un quartier. Mais le jeune de quartier populaire, il a tendance à jouer au jeune de quartier populaire aussi, si on lui laisse pas le temps. Je veux dire, cette chanson de geste, elle est tellement ancrée que finalement les rôles sont distribués, non ? Il y a une histoire de langage, bien sûr, et il y a même une histoire de langage du secret. C'est-à-dire qu'on en a besoin parce qu'au fond, oui, il y a cet effet miroir, mais ça, je crois que c'est je suis pas spécialisé dans les neurosciences, mais il me semble que quand même c'est une réalité incontestable de la nature humaine. De fonctionner en effet miroir. On me renvoie ça et je vais être là-dedans. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Yamina. Après, l'idée, c'est qu'on raconte, oui, nos quartiers, mais les moments bons, mauvais, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, mais l'idée, c'est que les gens le racontent. Et que... Vous pensez pas qu'il y a le risque d'une image d'Épinal pour répondre à une image... On en a... Le merveilleux, quoi, en fait, ouais, finalement. Non, mais on en a trop pris... c'est trop. C'est trop. Donc qu'on le raconte et puis les gens le prennent comme ils le sentent. Mais c'est bien de le raconter. Laure, Telia, vous vouliez réagir ? Non, simplement peut-être pour dire qu'il n'y a pas que les quartiers populaires qui sont concernés par ce genre de choses, parce que, en tout cas, disons, si on pense alors je ne sais pas si on peut encore parler aujourd'hui de médias dominants, mais en tout cas, bon, peut-être les médias encore les plus écoutés, les grandes émissions qui font le buzz, etc. Il y a une espèce de formatage de la représentation sociale, de ce qu'on montre. Hein, quand on dit à l'Assemblée nationale, ben, finalement, c'est très monocolore, c'est très mâle, c'est très, classe sociale plutôt du haut du panier, il n'y a pas une vraie représentation de la société française. À travers les grandes émissions médiatiques, c'est pareil. Mais il n'y a pas que les quartiers populaires qui véhiculent une image et des récits du périurbain, des localités rurales de taille moyenne. Finalement, il y a plein, et aussi en termes de profession, de groupes sociaux. Donc en fait, il y a plein de morceaux de notre société qui n'ont pas accès finalement à une image publique, ou alors simplement à travers des stéréotypes, etc., à travers un regard extérieur, mais souvent déformant. Alors, comment peut-on essayer de retrouver les clés, les outils d'une sorte d'égalité médiatique, d'équité médiatique, de traitement juste, qui pourrait être satisfaisant sous Soumeya, par exemple ? Qu'est-ce que vous initiez au Mirail ? Quels sont les projets qui naissent ? Alors nous, on donne la possibilité aux habitants de se créer leur propre image et sans ligne directrice ni quoi que ce soit. Cette image, tout à l'heure, vous parliez on fait effet miroir, etc. Certains ont cette volonté-là par exemple, nous, on leur offre la possibilité de créer des films, de réaliser des films. Donc la première idée, c'est je vais parler de drogue, je vais parler de quartier, je vais faire le jeune de quartier. Mais une fois qu'ils ont passé cette étape-là, ils changent complètement de sujet. En fait, pour eux, c'est un besoin de s'émanciper de cette image-là. Donc ils vont, même s'ils ne le réalisent pas, ils vont l'écrire, ils vont y penser, ils vont changer de sujet complètement. Ça, c'est pour les jeunes de quartier qui ont l'ambition de créer des films. Ils ont l'ambition aussi de un peu casser ces portes qui leur sont fermées. On voit rarement un jeune de quartier devenir réalisateur, etc., être sélectionné au Festival de Cannes. Mais eux, ils ont cette ambition-là. Et en parallèle, il y a des adultes qui ont vécu différentes choses, qui ont vécu la dégradation du quartier
et qui ont envie de se réapproprier la parole, mais non pas en participant aux différentes instances que les politiques mettent en place, mais en les créant eux-mêmes. Donc en créant des espaces de parole, comme des émissions de débat ou des événements complètement inattendus pour ce genre de population. Je pense à un groupe de mamans qui ont fait un village des 5 sens pour justement sensibiliser les habitants au langage des signes, au braille, à l'odorat, etc. Mais vraiment, elles font des choses sur des terrains sur lesquels on ne les attend absolument pas. Et c'est leur manière à elles de s'exprimer et de se raconter, du coup. De dire, en fait, on est des habitants comme tous les autres. On n'est pas des sous-citoyens. De jouer au décalage. C'est ça. Mais c'est vraiment ancré en elles. C'est pas elles jouent pas de rôle, en fait. C'est vraiment ce qu'elles sont. Je voudrais vous faire écouter un autre témoignage, un autre texte d'Ossine Ben, justement sur ce droit, on en parlait, à la banalité, à la simplicité, à la poésie même des quartiers populaires. Ossine raconte la place des 5 bancs du quartier de la Maladrerie à Aubervilliers. Aux 5 bancs, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est l'absence de bancs. Enfin, il en reste un, mais tellement usé par le temps et les intempéries qu'il ne nous inspire que dalle. Sa structure de fer a connu plusieurs générations de dos et porte encore sur elle l'empreinte de nos longs séjours. Et s'il faut, paraît-il, que jeunesse passe, nous, c'est aux 5 bancs qu'elle passait. Assis sur nos bancs, nous regardions défiler les saisons. Et même si personne ne rénovait nos tours, nous refaisions le monde. Au rythme des vannes sur nos mères dont le répertoire était inépuisable et de la musique toujours trop forte. Nos relations avec le voisinage proche n'étaient pas toujours au beau fixe. Et il n'était pas rare de voir une fenêtre s'ouvrir pour entendre gueuler un locataire épuisé par nos conneries. La ferme, on s'en fout de vos mères. Et c'est ainsi qu'après plusieurs plaintes, plusieurs requêtes et un nombre incalculable de prises de bec entre ceux qui voulaient juste dormir tranquille et nous que la nuit n'inspirait pas, que les services municipaux trouvèrent la solution au problème. Les jeunes de la cité squattent les bancs, jusque tard dans la nuit. On ne peut enlever les jeunes, enlevons les bancs. La première fois, les salons ont déraciné 2 bancs d'un coup, comme ça, sans prévenir. Mais on n'a pas lâché le morceau. On s'est cramponné aux 3 bancs restants. On s'est serré un peu et on a rebaptisé la place, devenue maintenant le 3 bancs. Mais à peine un été plus tard, 2 autres bancs furent escamotés. Et nous faisions toujours partie du décor. Le 3 bancs est devenu le 1 banc, et nous nous retrouvions là, à la nuit tombée, en aussi grand nombre qu'à l'habitude, malgré le froid et le manque de place assise, malgré les cris des voisins et la menace de voir une fois de plus les flics et leurs matraques débarquer pour tenter en vain de nous déloger. Mais la mémoire est tenace et ne s'efface pas aussi simplement que des bancs que l'on subtilise. Comme un pied de nez au destin ou un bras d'honneur à la mafia municipale, nous sommes revenus peu à peu à l'appellation d'origine. Voilà pourquoi nous nous donnons toujours rendez-vous aux 5 bancs, alors que de bancs, il n'y en a qu'un. Et c'est vrai, c'est on l'appelle toujours le 5 bancs, il n'y a pas de bancs. Soumaïa, il y a un côté village dans ce que raconte Ossine Ben. Est-ce que finalement ce serait ça, une sorte de le pas de côté que vous préconisiez tout à l'heure, ce droit au village, de raconter le Mirail comme moi je pourrais raconter le village de mes grands-parents? Il y a, je dirais pas village, je dirais plutôt une petite ville en fait. C'est plus une ville qu'un village. Il y a le côté de cette solidarité, tout le monde se connaît, mais il y a aussi tout le monde est méfiant de l'autre. Donc c'est un peu, on se connaît, mais on se connaît pas vraiment. Donc du coup, il y a aussi cette volonté à l'époque, quand le Mirail a été construit, etc., tout le monde se connaissait, il y avait de la confiance entre les voisins. Maintenant, tout le monde devient méfiant parce qu'il y a justement cette ambiance lugubre qui plane dans le quartier et que les habitants souhaitent changer actuellement et ils y œuvrent pour changer cette chose. Mais pour moi, c'est plus un village. C'était un village, ça l'est plus. Yamina, les Isards, vous aviez envie de réagir? Oui, nous, les Isards aussi, ça a changé suite à la réhabilitation urbaine. Il y a une grande place vide là, au bout de la rue, qui s'est ouverte cet été. Hein. Oui. Et nous, on avait justement réalisé le documentaire Paroles de femmes de quartier où on a donné la parole aux femmes qui ont raconté leur quartier comme elles le voient, elles, et comme elles l'ont vécu, elles. Et on l'avait diffusé ici dans cette salle. Et c'est vrai qu'il y en a qui l'ont mal pris parce que ça leur a fait un petit choc. Mais c'est la parole des habitants qu'on ne verra pas dans les instances publiques, mais qui a besoin d'être entendue. Et c'est vraiment la parole des habitants qui... ça leur a fait un peu bizarre d'entendre cette parole-là. À qui ça a fait bizarre? Au pouvoir public, aux politiques, Mais ils avaient fait l'effort de venir l'écouter. Il y en a qui sont venus quand même écouter, mais ça a été dur pour eux d'entendre cette parole. Mais cette parole avait besoin d'être dite et elle a été dite. Et c'est bien de raconter, c'est bien
Et ce serait bien qu'on le fasse des récits écrits, ça serait bien qu'on en fasse quelque chose, mais raconter les habitants, les anciens, les nouveaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer que, je veux dire, cette langue, cette écriture issue des quartiers populaires, elle est magnifiée. On n'arrête pas de parler de cette écriture métaphorique, du talent d'écriture, et puis finalement, elle reste quand même dans l'étouffoir. Elle a pas accès, elle a peu accès. Elle a peu accès, ouais. Bah, il faut leur donner, je sais pas, Nous, on était partis. Ces récits de vie qui justement pourraient nous permettre de nuancer un regard. Ouais. On en parle beaucoup entre nous, mais l'idée c'est un peu de le mettre en public. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme porte-voix? Comme porte-voix. Vous retournez vers Mousse. Non, on va les accompagner. On va essayer de faire ces récits-là. L'idée, c'est d'accompagner les habitants et c'est un long travail. Il faut se lancer et après, il y en a qui suivent. Mousse, vous vous êtes transformé en porte-voix, là? Oui, vite fait. Merci, Yamina. Non, mais c'est vrai que la question de la diffusion, finalement, elle vient après la question de l'existence du récit. C'est très important qu'il existe. On se débrouillera après pour le faire circuler avec nos moyens, parce qu'on se rend bien compte que voilà, enfin, les moyens, on va les trouver, mais ce qui est important, c'est surtout de le faire exister. Vous avez été avec votre frère Hakim, avec Majid Cherfi, à cette époque de Zebda, vous avez été, vous, porte-parole de cette France des quartiers populaires, de cette France de l'immigration. Comment est-ce que tout d'un coup la bascule s'est faite? Je crois pas que, enfin, je veux dire, si on a été porte-parole, on n'a pas fait exprès. La réalité, c'est que générationnellement, on était peut-être quasiment les premiers à exprimer quelque chose provenant de ces quartiers-là. Enfin, ce type de parole-là, on était après Rachida, je veux dire. Est-ce que c'est parce que vous avez été capable de le faire de manière festive? Je pense que c'est un outil incontestable, bien sûr. Le côté festif, mais la fête qui a du sens, c'est toujours ce qu'on a voulu exprimer. Mais ça, on l'a puisé où? On l'a puisé aussi dans notre quartier avec les gitans, à écouter de la musique l'été, avec des cerises à gogo. Des coups de pied dans les cerisiers. Ouais, des choses. Non, mais je dis ça, je veux dire ce sens-là, justement, cette manière d'être ensemble malgré les problématiques. Alors, aujourd'hui, c'est effectivement plus compliqué. On l'exprime clairement là. C'est plus compliqué, mais ça ne vient pas de la volonté des habitants. C'est plus l'abandon de l'espace public, en fait. C'est plus cette idée que l'espace public, il n'était pas si toxique qu'il l'est devenu aujourd'hui, du fait qu'il était moins abandonné en réalité. Et c'est indissociable de la question sociale, du mépris de classe, si je peux me permettre de faire un peu de politique, parce que c'est quand même cette réalité-là qui s'exprime dans la situation, dans cette dimension d'arc lugubre qui envahit nos quartiers. L'espace public a été abandonné et je crois que c'est finalement le premier espace de diffusion, c'est l'espace public. Que vous essayez de réinvestir. On va ouvrir les questions au public pour s'il y a un certain nombre de gens qui veulent intervenir. Mais je crois, Mousse, que vous n'êtes pas venu les mains vides une deuxième fois. Oui. Vous aviez préparé une petite chronique. Oui, Edouard, vous m'avez. Ok. Ouais, je suis pas professionnel, donc ok. Edouard, tu m'as poser des questions que tu as posées, notamment la première fois que j'ai entendu parler de mon quartier. Et c'est vrai que je suis pas de la même génération que les filles autour de la table qui disaient qu'elles l'ont entendu. Non, mais par exemple, que Soumeya, la 6e avec toi, Soumeya. Ouais. Donc, moi, le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir entendu parler de mon quartier par son nom, le quartier des Trois Cocus. Quand j'étais petit, je me disais, mais c'est quoi? Pourquoi on s'appelle comme ça? Et en fait, très vite, j'ai compris qu'évidemment, ça venait de l'occitan, les Trois Coucous. Mais ça m'a interrogé vraiment. Aujourd'hui, c'est les Isards. Ça sent les Pyrénées quand même, je veux dire. Mais le métro s'appelle toujours les Trois Cocus. Oui, mais c'est revenu après, parce que longtemps, le nom avait disparu. Bon, le métro s'appelle les Trois Cocus, en effet. Mais tout le quartier s'appelait comme ça avant. Les Isards, c'était juste la Cité Blanche. On disait ça. Ici, c'est un quartier, parce qu'il n'y a pas de banlieue à Toulouse, en fait. On est un peu comme à Marseille, il n'y a pas de périphérie, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Paris. Nougaro, il nous disait d'ailleurs, mais vous, c'est les faubourgs. J'aimais bien parce que c'était une manière de nous mettre dans le récit, mais direct dans le livre ancien. Tu vois, les faubourgs. Ça me plaisait pas mal. C'est la même chose, si tu regardes faubourg, banlieue, c'est la même explication, mais bon, c'est cette idée de vraiment appartenir à ce récit-là, d'une manière aussi évidente. Enfin bref, je reviens à cette histoire des Trois Cocus.
Ce nom, il a résonné comme une protection, mais comme un boulet aussi. Il faut bien le dire. J'ai toujours senti que ce n'était pas anodin de dire que je venais de là. Que dans ce cadre urbain, ça voulait dire quelque chose de fort, ancré dans ce territoire du Toulousain, occitan aussi, et de terroir, parce qu'on a grandi ici avec des maraîchers, avec des dimensions comme ça de terroir qu'il y a beaucoup dans ce coin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a un récit singulier, comme à Marseille, comme à Roubaix, comme en Île-de-France ou à Perpignan. On a des récits singuliers à porter en fonction de ces territoires, de ces régions. Tu m'as donc demandé quand est-ce que j'avais vu mon quartier pour la première fois à la télé. Quand il parlait de nous, je crois que c'est qu'il parlait de Zebda, en fait, à la télévision. Et donc, ils en parlaient en bien, puisqu'on était un groupe de musique et il y avait ce regard-là. Et on s'est dit que c'était quand même pas mal, comme quoi, même si on n'est pas dans l'angélisme, on aimait bien cette idée qu'on en parle en bien de notre quartier. Alors après, c'est vrai que je me suis senti exotique, ça c'est sûr. Mais là, ça remonte à très jeune. Et ça, je crois que c'est plus lié au foulard de ma mère et à son tatouage au menton, quand elle venait à l'école. Elle était plus dans la pédagogie Steven Seagal que Dolto, mais elle disait il faut le taper s'il fait des bêtises, quoi. Mais c'était quand même, je me suis senti un peu exotique, là, je dois bien le dire. Ou alors la fois où avec l'US Cocudienne, c'est le nom du club de foot ici, quand on y jouait. On partait jouer dans le Tarn. On était une équipe de Toulouse, hein. Bon, même si on semblait venir de Mostaganem, on était de Toulouse. Hein. Les regards de ces ruraux, ils en disaient long, hein, vraiment sur leur inquiétude de rencontrer des extraterrestres. Les premiers cris de tribune, c'était pas des cris de bienvenue, vraiment, mais on repartait quand même en chantant. Hein. Encore un match de gagné, les cocus qui passent. Encore un match de gagné, les cocus passés. Voilà. Il y a aussi la fois où le clerc d'à côté, le vigile, parce que je courais pour m'arrêter, il m'a dit « Oh Mouloud, t'es pas au stade ?» Et les contrôles policiers aussi. Bon, mais ça, je ne vais pas les énumérer, c'est pas la peine. Non, heureusement. J'étais l'enfant de ce quartier, et je crois que finalement, c'est ça qui m'a sauvé. Qu'est-ce que vous lui devez, qu'est-ce que vous voudriez justement raconter de ce quartier aujourd'hui, Mousse? Quel est le symbole que vous voudriez faire sortir de ce quartier? Le symbole le plus fort, je crois que c'est les gens et sa capacité d'humanité. Le symbole le plus fort, c'est le sentiment face à une problématique aussi complexe que personne n'arrive vraiment à analyser, c'est de comprendre à quel point les gens, les habitants sont les vrais experts de ces quartiers-là, de cette vie-là. C'est cette idée que les gens sont des experts de leur propre vie. C'est cette idée que ne détournez pas le regard, posez la question aux gens de ce qu'ils veulent vraiment, même si vous les connaissez pas. Mais la réalité, c'est parler de cette humanité qui s'en dégage. Et je crois que malgré toutes les difficultés réelles et incontestables à vivre dans ce type de quartier, si on y est, c'est aussi souvent parce qu'on n'a pas le choix. Et qu'on est aussi porté par les gens qui sont à côté et qui vivent la même situation que toi et qui sont finalement les seuls à pas te juger sur ce que tu es capable de faire ou pas. Le quartier protège, ce que vous disiez au Exactement. début. L'Hortelière, on l'a le récit là, on vient de l'entendre, non? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans les livres? Bah oui, enfin, il n'y a pas besoin de moi pour le valider. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a le récit, on en a plusieurs, mais bon, voilà. Pourquoi il n'est pas dans les livres? Est-ce que les livres sont une instance de validation? C'est quoi une instance de validation? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une instance de validation? Bon, là ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que, oui, c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des récits qui peuvent moins se faire place que d'autres. Donc ça, on peut le regretter. Après... il y a aussi des récits dans les livres qui finalement sentent un peu le renfermé, donc d'autres formes d'expression peuvent être tout aussi finalement légitimes, efficaces pour porter une parole. Si le sens de votre question, c'est de dire que il y a des récits qui sont plus reconnus que d'autres, qui ont voix au chapitre, qui sont dominants, mais ça c'est vrai. Hein. Mais les quartiers rentrent dans les livres d'histoire, enfin pour l'image, je veux dire, dans les pages d'urbanisme, quand on détruit des immeubles ou alors quand on raconte l'histoire de ceux qui en sont partis.
Oui, ça c'est vrai qu'il y a eu, disons, depuis les dernières décennies du XXe siècle, avec les politiques de réhabilitation urbaine, toute la politique de la ville, il y a eu un usage des récits et du recueil de la parole des habitants qui était un peu instrumental. Et ça a été un problème, justement. C'est-à-dire que il y avait des... C'est au moment où on détruit un immeuble qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont vécu dedans. Voilà, au moment où on détruit un immeuble, et parfois avec une sorte de logique d'accompagnement social, quoi. Bon, voilà, ça fait des remous, les gens ont l'impression qu'on s'attaque un peu à leur quartier, ou en tout cas qu'on ne leur demande pas vraiment leur avis, mais du coup on va recueillir leurs paroles et leurs mémoires. Ça a été bien analysé par des sociologues, etc., de voir que les pouvoirs publics ont eu en partie cette attitude un peu instrumentale et de missionner, donc de recueil de paroles. Et je crois que c'est complètement différent d'une prise de parole qui vient du bas, de la base, et qui émane et qui est construite par les gens eux-mêmes, par les habitants, et pas formatée finalement par les pouvoirs publics ou par des dispositifs, même si ce sont des dispositifs souvent qui étaient animés de très bonnes intentions, bien sûr, hein, mais malgré tout, c'est une forme de verrouillage qui a pu être mal vécue. Vous avez l'impression que cette parole, elle émerge ? Qu'on est à un moment où elle se fait plus jour qu'elle n'a pu le faire il y a 15 ans, 20 ans, les uns et les autres ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, en tant qu'historienne, je crois que cette problématique de, disons, des récits, de récits marginalisés, puis des quartiers, tu parlais des faubourgs, mais oui, il y a une histoire longue, en fait, de ce qu'est le quartier relégué, le quartier qui a mauvaise réputation, le quartier où souvent, effectivement, il y a des populations immigrées, même successives. Et en fait, c'est vrai, il y a vraiment une histoire longue. Donc, hélas, je ne suis pas tout à fait sûre qu'on en sorte, surtout dans le climat politique global dans lequel on est, quand même. Il faut quand même en parler. On va pas vers des temps très, très heureux à l'échelle des lendemains qui chantent. Enfin, il faut les réinventer, les lendemains qui chantent, mais ils ne sont pas donnés. Mousse parlait de Claude Nougaro. Les Minimes, c'est le bout de la rue. C'est l'ancien quartier. Oui, c'est tout près d'ici. Oui, c'est même pas 1 kilomètre, oui, là où il est né. Ouais. Il y a une remarque, une question dans la salle. Bonsoir, une question un peu à tout le monde, et plus particulièrement peut-être aux deux représentantes des associations de quartier. Savoir aussi comment on amène les gens à consommer ce récit. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aussi, je pense, dans les quartiers comme partout, on consomme aussi le récit dominant, celui qui nous est distribué par les médias et tout. Donc du coup, comment aussi, une fois qu'on a fait ces récits, comment les gens des quartiers vont le consommer, comment ils vont se le distribuer, se le partager et tout. Ça pourrait être par les réseaux sociaux ou venir nous rencontrer tout simplement, venir dans les quartiers. Vous y êtes présente sur les réseaux sociaux ? Ouais. Isard Attitude ? Ouais. Et venir sur le quartier, venir nous rencontrer, et en même temps, vous faites une autre idée de ce qui se dit dans les journaux. Soumeya, Ça serait créer ses propres supports, ne pas déjà les médias dominants les déconstruire, travailler avec eux, leur expliquer, déconstruire complètement l'information, les former à aller chercher l'information ailleurs. Si c'est vraiment une information ou si c'est de l'intox. Donc tout un travail à faire avec eux sur ce plan-là. Et ensuite leur fournir les différents formats possibles afin de créer eux-mêmes leur discours et leur récit. Je crois qu'on n'est pas, finalement, enfin c'est mon point de vue, mais je crois qu'on n'est pas si loin que ça du porte-voix en fait. On n'est pas si éloigné. C'est-à-dire il est finalement assez accessible. Il y a une révolution industrielle qui est celle du numérique qui a opéré quand même ces 20 dernières années. Et donc, oui, il y a des possibilités d'accéder à ça. Après, c'est juste souvent... Il y a des nouveaux ponts vers l'extérieur. Oui, ils sont réels. Alors après, c'est vrai que c'est souvent c'est des démarches collectives qui permettent aussi de donner du courage à chacun pour franchir ce pas-là et proposer son expression. Une autre intervention ? Bonjour. Bonjour. Mathieu. Je suis ça se voit pas sur ma ganache, mais je suis du Mirail. J'y suis né, ça fait 44 ans maintenant que j'y suis tous les jours. J'y travaille aussi, au domicile des gens. Et alors là, je viens d'écouter, et alors je suis un petit peu étonné. Je n'entends rien, je n'ai pas entendu du tout le mot économie. Économie, accès à la monnaie, c'est ce qui caractérise les gens d'en bas, comme je viens d'entendre. Ce qui caractérise les quartiers, les banlieues. Et donc, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux surtout pas garder le micro. Mais j'aimerais vous entendre parler de cette économie. Voilà. Merci. Je sais que c'est un vaste débat, mais la question de l'économie, la question sociale est pour moi centrale et tout, c'est évident dans les conditions. Après, bon, les économies, elles sont variées. Je n'en dirai pas plus.
Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais intervenir par rapport à l'image. Il y a des efforts qui sont faits dans certains quartiers, notamment au Mirail, avec les bobines sauvages, à la Rennerie. Mais c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. C'est-à-dire que malheureusement, les résidents de quartier jouissent d'une image assez néfaste. Et ça, c'est intégré dans l'esprit des gens, jusqu'à même que ceux des quartiers se sont accaparés de cette mauvaise image. Donc cette image-là, elle est imprégnée dans les foyers. Et c'est même carrément une question d'éducation. Et ça c'est vaste comme problème. Mais si chacun d'entre nous, je parle vraiment chacun d'entre nous, prend sa part, je dirais la part du colibri, peut-être qu'on serait plus efficace. Mais aujourd'hui, il y a une chape de plomb posée sur les résidents des quartiers au niveau médiatique. Je ne sais pas comment en sortir si nous, on ne se prend pas les mêmes outils, mais est-ce qu'on aura la même force de frappe? Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Et le problème, il est, à mon sens, quand on parle des médias dominants, c'est quel regard, eux, ils veulent faire porter. La question du regard ou la question de l'image. Je crois que Rachid Santaki a une réponse à vous apporter. Non, en fait, je voulais rebondir, c'est effectivement vrai, c'est qu'il y a, quand on va en classe intervenir auprès de jeunes qui viennent de quartier, on voit quand on pose des questions, ils ont une mauvaise image d'eux. Et parce qu'en fait, finalement, tout à l'heure, on parlait du mimétisme. Ce que je vois à la télé, Capuchet, etc., je le reproduis quand on parle des révoltes sociales de 2005. À un moment, j'avais bossé sur mon bouquin, puis je posais la question à des jeunes que je connaissais. Qu'est-ce que tu as vu des émeutes? Finalement, ce qu'ils voyaient, c'est ce qu'ils avaient vu à la télé. Donc finalement, ce que je vois à la télé, je le vois, et à un moment, je l'assimile. Et ça devient... Et c'est très très lourd. Donc effectivement, c'est une forme d'idéologie. C'est qu'on rabaisse en fait ces habitants, c'est que finalement, ils n'ont pas la capacité de prendre la parole, et ce qu'on leur envoie, c'est ce qu'on veut. Donc à quel moment quelqu'un fait ce travail-là, c'est vrai que c'est des dégâts très 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 importants, et ça a toujours été comme ça finalement. Parce que souvent on a des films, les gens réagissent, mais le mal est déjà fait. D'où, Rachid, la volonté de banaliser le plus possible l'écriture, qui est une arme d'émancipation massive. Après, c'est effectivement pot de fer contre pot de terre. C'est qu'à un moment, les gens, l'écriture se raconter, la culture, elle doit être au centre parce que c'est un enjeu. L'enjeu, il n'est pas dans la consommation, amener des jeunes au parc Astérix, etc., ou des sorties. C'est finalement un moment se raconter et se réapproprier. Aujourd'hui, on a des alternatives. On voit bien des influenceurs qui viennent de quartiers qui ont un impact considérable. Mais après, combien choisissent soit le divertissement ou alors la prise de conscience, voilà, et c'est difficile aussi parce que quand on fait de la prise de conscience, on le voit bien, on ne mobilise pas forcément. Une question, Mousse, ensuite. C'était justement pour rebondir sur ça, outre l'image extérieure, est-ce qu'il n'y a pas aussi à l'intérieur, au niveau des grands frères, etc., un manque de modèles pour les jeunes de ces quartiers? Ça aussi, pardon, mais tout à l'heure, encore une fois, on revient sur cette idée du meilleur ou du pire. Est-ce qu'on est obligé de prendre des modèles? Est-ce qu'on est obligé de dire aux jeunes, fais du rap, tu vas réussir, ou fais du foot, tu vas réussir? C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle. On est humain, donc les choses doivent se faire dans les quartiers. Comme ailleurs. Voilà. On a plein de vies. Et il faut faire attention aux histoires d'exemple. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas réussi à l'école, tu n'as pas ton bac, tu n'as pas fait Sciences Po, comme lui qui vient d'un quartier, t'es pas bon. C'est aussi, c'est vachement compliqué. Faut faire attention. L'exemplarité, c'est dangereux parce qu'évidemment, on n'est pas tous Zidane, on n'est pas tous. Je fais une caricature exprès pour ça. Voilà. Par contre, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a quand même des gens d'influence qui sortent des quartiers. Je veux dire, si on regarde l'industrie de la musique aujourd'hui, le haut du pavé de l'industrie est tenu que par des gens du quartier. C'est l'urbain, quoi. Hein. Si on parle de Jul, de Maître Gims, de Fianso, de la Crime, tu peux les énumérer tous. C'est eux qui tiennent le haut du pavé de la variété musicale. Donc c'est la question. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des influenceurs, des chefs d'entreprise, des femmes qui réussissent. Il y a des tas de gens. La question qui se pose à nous de l'intérieur, c'est comment ça se fait que ces gens-là, ils n'opèrent pas le retour. Comment ça se fait que ces gens-là, certains le font, mais comment ça se fait que c'est pas fait à la hauteur de cette place qui est prise? C'est-à-dire, en gros, c'est cette idée induite
que... Réussir, c'est quitter le quartier. Et c'est fermer la porte derrière soi. Non, quitter le quartier, ça fait partie d'une logique. On n'y vit pas par choix, forcément, dans le quartier. Je veux dire, si on a la possibilité d'en sortir, on le fait. Si on a la possibilité de donner à ses enfants un cadre d'éducation, on le fait. On le fait, c'est logique. C'est une question de non-choix, un peu comme l'immigration, comme tout ça. Je veux dire, on va là-bas parce qu'on cherche un avenir. Non, c'est la question de fermer la porte derrière soi une fois qu'on a réussi. Et de dire, ça y est, c'est bon, Abdoullah. On doit vraiment interroger les gens qui viennent des quartiers qui réussissent pour leur dire, bon, alors. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la journaliste de l'AFP qui a, dans le 93, qui a quitté son poste il y a quelques jours. Elle a fait un très joli texte que je vous invite à aller voir les uns et les autres. Et elle a cette phrase, elle dit le paradoxe auquel on est confronté le journaliste travaillant en banlieue, c'est parler normalement d'un territoire qui n'est pas tout à fait normal, même s'il aspire puissamment à la normalité. On est vraiment dans cet entre-deux on en revient à la question du début de voilà, pourquoi irait-on chercher des modèles dans les quartiers populaires alors qu'on ne va pas en chercher ailleurs? Pourquoi il y a toujours une sorte d'injonction à la singularité pour devenir normal? Nadir Dendoun le dit très bien, j'ai dû faire des choses extraordinaires pour devenir normal. C'est vrai que moi j'ai un souvenir dans notre génération à nous, quand on croisait des punks qui étaient bien blancs et qui venaient d'autres quartiers, on ne comprenait pas pourquoi eux, ils voulaient sortir alors que nous, on voulait rentrer. Tu vois? On peut, ça s'explique socialement, hein, ça s'explique, on a trouvé des raisons à ça. Mais aujourd'hui, on se disait, mais toi, tu peux entrer en boîte, tu peux faire ce que tu veux. Non, tu mets une crête des Rangers. Donc tu veux sortir de cette société, tu dis non, j'en ai marre. Tu vois? Et toi, tu dis non, mais moi, j'aimerais bien faire des trucs. Enfin bon, c'est un peu cette idée-là. Une dernière intervention dans le public, et puis après on va fermer, parce qu'on aura pris notre heure de parole. Donc rapidement, je m'appelle Jamal. Donc j'ai entendu le mot récit des vainqueurs et des vaincus. Je pense que la question de l'immigration, notamment nord-africaine et subsaharienne plus particulièrement, ne rentre pas pratiquement dans ce schéma de lutte de classe que j'ai entendu tout à l'heure, mais dans une forme d'intériorité nationale et de consolidation d'une forme d'identité nationale. Et c'est un héritage, bien évidemment, postcolonial, je pense, parce que ce n'est pas quelque chose du hasard, c'est bâti sur le plan sémantique, linguistique et idéologique pour créer une figure d'un étranger permanent. Et d'ailleurs, les mots sont très révélateurs de ça. Issus de l'immigration, quand on dit issus de l'immigration, c'est forcément de les imaginaires collectifs nord-africains et subsahariens, plus particulièrement nord-africains, sont nommés de quelle immigration il s'agit. Dans cet imaginaire-là, l'immigration devient la seule composante historique, comme si l'immigration, qui est juste un élément, je parle d'une historienne, un élément d'une histoire, devient l'histoire issue de l'immigration, comme si l'histoire s'arrête là. Et à partir de là, on va enchaîner première, deuxième, troisième, quatrième génération, énième génération. Effectivement, les mots ne sont pas neutres, ils sont chargés d'idéologie pour créer une figure d'un étranger permanent. Et donc, du coup, ce n'est pas que se raconter. Se raconter, il faut le faire, il faut le consolider. C'est aussi être acteur dans la ville et la métropole et la société pour raconter aussi l'histoire des autres, l'immigration italienne, espagnole, la situation des gitans, que ce soit nous, dits d'origine nord-africaine, des acteurs de la société. Et donc, du coup, cette visibilisation qui n'est pas fantasmée, qui est réelle, nous permettrait peut-être, et donc il faut qu'on travaille ensemble, de passer de la figure d'étranger permanent à cette notion de citoyen. Merci. Un mot, Soumeya? Moi, je voulais donner la parole à une personne d'un public qui a écrit un texte récemment, un magnifique hymne au quartier du Mirail. Est-ce que c'est possible de l'accorder, Mona? Tant d'honneur. Pour restituer dans le contexte, moi je suis travailleur social, j'ai travaillé sur le Mirail pendant 8 ans et j'ai pris la décision de partir là récemment. Et du coup c'était un peu mes adieux à la thèse. On s'est tant aimé, un peu trop peut-être, beaucoup à sa façon, peut-être pas suffisamment à la mienne. Elle m'a tout donné, elle m'a comblé, elle a voulu tout me montrer. Elle a laissé à mon regard discret des choses que l'on ne peut s'imaginer. Elle m'a fait confiance. Elle m'a toujours laissé mettre mes mots là où je voulais, comme je le voulais, quand je le voulais.
Elle m'a offert tout ce qu'elle avait de meilleur en elle. Elle m'a accepté parmi les siens. Elle m'a toujours laissé être qui je voulais, comme je voulais. Elle s'est amusée à me voir dénoter et elle a bien fait de me laisser faire. C'est la plus fusionnelle, la plus belle et à la fois la plus hardcore de mes histoires d'amour. Quoi qu'il arrive, on restera toujours unis. C'est la mère de mes petits. Depuis quelque temps, elle et moi, on se prend la tête tous les jours. Je m'épuise à prêcher le contre et elle le pour. Plus j'essaie de mettre du soleil dans ses nuits et plus elle met de l'ombre dans mes jours. Je peine à chercher à comprendre ses raisons. Si je me laissais aller, je pourrais y perdre la raison. Je veux, mais je la comprends plus ou je lui en veux et peut-être que je la comprends trop. C'est paradoxe, écartée de tout, mais quand même sous le coup de la demande et de l'offre. Forte et vulnérable, là où on se tait, mais où rien que ça parle. Elle aime le luxe et le vice et ne manque pas d'y faire goûter tous ses fils. Elle se la raconte, elle aime juger, mettre la honte. Elle n'a parfois que faire de la richesse des siens. Elle aime les embrouilles et quand ça lâche les chiens, de préférence sous fonde blanche et en philippe plein. Elle est pas tendre, elle aime pas que ses enfants s'entendent. Elle aime les enfermer dans des cases et une fois qu'elle les a dedans, elle les y écrase. Elle les connaît mal, embrouille ce qui est bien, embrouille ce qui est mal. Elle aime trop les coups de crasse, plus tu l'aimes, plus tu ramasses. Je l'ai vue s'amuser de la détresse des siens. Elle aime détruire et reprendre son cours le lendemain, comme si de rien. Si tu pensais que seule la mort pouvait faire peur, elle veillera te montrer comment avoir peur de la vie elle-même. J'aime plus le masque derrière lequel elle essaie de cacher ses tendres faiblesses. J'arrive plus à lui parler, j'arrive plus à la rassurer, je deviens comme elle. Je marche d'un pas assuré sur la poudrière, sans jamais oublier de regarder derrière. On s'aime, on se haine. Elle m'a appris autant qu'elle m'a noirci le regard. J'ai autant peur d'elle que de moi à cause d'elle. Merci à tous de votre participation à ce débat. Merci à l'équipe du Tactique Collectif de Toulouse qui a permis cet enregistrement en public dans le cadre du festival Origine Contrôlée qui fêtait cette année son 15e anniversaire. Un grand merci à Salah Amokran et à Tayeb Cherfi qui sont les maîtres d'œuvre de ce festival. Merci aussi à Serge Lopez qui est venu accompagner Mousse. Merci à toute l'équipe technique emmenée par Abdel, Spidos et Redouane. Pensez à vous abonner au fil podcast de Périphérie et à réagir sur le site périphérie.fr. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de cette émission. Merci, au revoir. Merci.